Donc on y va. Léo, c'est à toi, on y va, on attaque. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir en simultané dans cette room sur Clubhouse et sur Zoom. Dans ce nouveau format imaginé et co-créé par Philippe Boulanger, président de la FCP, et Eric Blot, le président des speakers.com. Ils sont tous les deux animés et réunis par une volonté commune, celle de professionnaliser les métiers de la conférence pour donner plus de visibilité à un vivier de plus de 1500 conférenciers et maîtres de cérémonie. Alors comment nous allons gérer les 50 prochaines minutes? Il y aura un premier temps où je réaliserai l'interview de Jean-Philippe Ackermann et bien sûr vous aurez le loisir de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur sa thématique autour du management, manager avec optimisme, le secret des leaders. Alors vous êtes très nombreux à nous rejoindre aujourd'hui autour de ce thème et nous vous en remercions. Il est vrai que la période est morose, les dirigeants et les leaders ont besoin de trouver de nouvelles ressources, de nouvelles clés, notamment pour faire face à ces enjeux très inédits que les périodes imposent. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais recevoir Jean-Philippe Ackermann qui va nous permettre justement d'échanger et de rentrer dans son univers autour de l'optimisme. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue. Bonjour Léo Cadet, bonjour à tous et à toutes. Alors Jean-Philippe, tu es identifié comme étant un spécialiste francophone de l'optimisme en entreprise. Est-ce que tu peux nous donner cette définition de l'optimisme managérial? En fait, un dirigeant, il a fixé, normalement, il a fixé un cap, il a fixé un but, il a fixé des objectifs et il a un chemin. Et ce chemin, il est pavé de mauvaises intentions parfois ou de bonnes intentions parfois, mais il est pavé d'événements. Ce qu'on appelle en stratégie les pestes, ou aussi toutes les forces de porteurs, ça veut dire les forces de pression qui sont liées à son environnement, et puis il a des forces de pression internes qui sont liées à ses collaborateurs. Ces forces de pression, ce sont des événements. Et qu'est-ce que l'objectif managérial? C'est de transformer ces événements toujours du côté positif, du côté de l'opportunité, du côté de la solution. Et je voudrais reprendre la parole d'Épithète qui nous dit ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire que j'ai toujours à ma disposition la double lecture possible. Je peux regarder le négatif ou le positif, le problème ou les solutions, la menace et les opportunités. Et un chef d'entreprise qui va mettre au cœur de son management l'optimisme managérial ne va pas s'appesantir longtemps sur les décisions politiques, économiques, sociales, techniques, environnementales. Il va les prendre telles qu'elles sont, parce que de toute façon, il ne peut pas les changer. Il va les prendre telles qu'elles sont et il va adapter son entreprise pour atteindre le cap. Mais il va les adapter en regardant toujours le côté positif. En fait, dans tout événement, il y a un cadeau. On va en parler certainement de notre événement actuel qui est quand même le Covid, le confinement, toutes les mesures restrictives actuelles. Il va aller chercher les opportunités, il va aller chercher les solutions. Et ça va donner confiance à ses collaborateurs parce qu'il donne une vision positive du futur. Donc ça, c'est ta définition de l'optimisme managérial. Alors forcément, je pense que nos auditeurs aujourd'hui peuvent aussi se poser une question, c'est quelle est la différence que tu fais entre avoir un état d'esprit positif et puis cet optimisme managérial dont tu parles? En fait, souvent les personnes confondent deux choses. Ils confondent le positif, le négatif, et l'optimisme et le pessimisme. Et quand quelqu'un commence à râler, à ne pas être content, moi ça m'arrive, on me dit mais je comprends pas Jean-Philippe, tu es optimiste et tu râles parce qu'il se passe ceci, tu râles parce qu'il se passe cela. Enfin bon, en ce moment, on a le droit de râler quand même parce que encore avec les décisions qui ont été prises hier sur le vaccin, on peut quand même parfois être un peu dubitatif, se poser des questions et puis se dire ben, quand même mon entreprise elle est difficile à conduire. Et en fait, le positif, le négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. C'est-à-dire que je suis content, je ne suis pas content, ça me plaît, ça ne me plaît pas, j'apprécie, j'apprécie pas. Bon. Et donc aujourd'hui, forcément, bon, j'ai quand même le droit d'être un peu négatif, mais ce n'est pas ça qui va faire que je vais conduire l'entreprise. C'est plutôt me mettre sur le positif. Et donc, l'optimisme et le pessimisme, c'est différent. Ça, c'est une vision d'avenir. C'est qu'en fait, est-ce que j'ai confiance en l'avenir? Est-ce que moi, dans cet avenir, j'ai mon rôle à jouer? C'est-à-dire, est-ce que je vais construire l'avenir avec les événements qui me bousculent, avec toutes ces forces de pression dont je parlais tout à l'heure? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai défiance en l'avenir et puis je vais dire, oh, c'était mieux avant, vivement qu'on revienne au passé, etc. Ce qui est important dans la façon de penser, dans cet état d'esprit optimiste ou négatif, c'est que consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en relation mes actions. Ça veut dire que si je suis pessimiste, consciemment ou inconsciemment, et
c'est là où on va voir tout à l'heure l'importance de l'optimisme dans une entreprise, je vais mettre des actions qui vont me faire perdre en fait. Et je pourrais dire après aux personnes, vous voyez, je vous l'avais dit, c'était impossible, on ne pouvait Hmm. pas y arriver. Alors que consciemment ou inconsciemment, si j'ai une pensée plutôt optimiste et donc positive, je vais mettre en exergue des actions aussi pour me donner raison. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, c'était possible de relever une situation. Et peut-être que tout à l'heure, tu me poseras la question sur comment nous, on a fait pour relever une situation. Ah, mais bien entendu, c'est la question suivante. Et avant de te la poser, j'ai noté, relevé, tu as évoqué, pour bien séparer la notion d'optimisme et puis celle de pessimisme, celle de la valeur d'interprétation de l'instant. Oui, Ce qui implique que pour un dirigeant, pour prendre cette décision, pour être connecté à cette notion d'optimiste, il faut qu'il soit dans une forme de présence à soi, une présence à l'autre. Et forcément, ça va nous interpeller par rapport à ton parcours, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a emmené en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, justement, à aller extraire cette notion d'optimisme managérial. Comment tu l'as conçu et pourquoi tu en as fait finalement ton message, ton leitmotiv aujourd'hui? oui, en fait, moi, si tu veux, c'est pas un bouquin, c'est une expérience que j'ai depuis l'âge de 21 ans. En fait, moi, j'avais pas de diplôme, j'avais un bac G1, donc G1, ça parle pas beaucoup aux jeunes aujourd'hui, mais On va à regarder une comme ça. certaine génération, on comprend ce que c'est. Bac G1, c'est sténodactylo, correspondance commerciale. Donc, j'étais pas destiné à être chef d'entreprise, mais en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec un diplôme? J'avais pas envie d'être secrétaire de direction ou, ou dactylo, quoi. Et je me dis, il y a un seul métier que je peux faire, c'est dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise. Et donc, j'ai décidé à l'âge de 21 ans de chef d'entreprise. Chef d'entreprise de quoi? J'en savais rien, c'était juste une décision comme ça. Et à 23 ans, j'ai ouvert ma première société. Bon, c'était un magasin de sport. À 26 ans, je l'ai fermé parce que forcément, je n'avais pas beaucoup de compétences. Mais en fait, ça m'a appris à ouvrir, à gérer et à fermer une société. Et ma foi, je l'ai fermé proprement. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était pas, c'était pas une difficulté de le faire parce que je devais le faire. C'était un acte managérial et je l'ai fait de façon positive, optimiste, de façon à ce que ça fonctionne bien et que je ne laisse pas de dette à des personnes. Et puis derrière, donc, il fallait que je trouve du travail. Et donc, je suis rentré dans une mutuelle à 26 ans comme commercial. Puis après, je fais court, à 26 ans et demi, j'ai été directeur commercial. Et à 27 ans, on m'a nommé directeur général, donc sans diplôme, avec une faillite, sans compétences managériales. Mais je me suis dit, bon, maintenant, il faut quand même que je gère cette société. Et 3 jours après, j'ai compris pourquoi on m'avait nommé, parce que la société est en difficulté financière et que le conseil d'administration s'était dit, bon, on ne va pas débaucher quelqu'un de plus âgé. Le jeune, il a envie de le faire, avec l'enthousiasme, s'il y arrive, tant mieux. S'il échoue, ben, c'est dans l'ordre des choses. Et là, j'ai compris 2 choses. J'ai compris qu'en fait, sans compétences managériales, il faut avoir des convictions très fortes. Et ces convictions, moi j'en avais 2, qui étaient la première, c'était la conviction du bonheur, parce que à 21 ans, j'avais compris qu'on vivait qu'une fois, qu'on ne peut pas faire le chemin retour, etc. Et j'avais pris la décision d'être heureux à 21 ans. Donc je m'étais dit que mes collaborateurs, il fallait que je leur donne le bonheur. J'avais 27 ans, c'était en 1980, c'était pas tendance. Et puis la deuxième décision que j'ai prise, c'est que je me suis dit que si j'arrivais le matin en faisant la tête, en disant que c'était foutu, qu'on n'y arriverait pas, j'étais sûr de la réponse. Donc j'ai décidé d'être optimiste, d'arriver le matin en souriant, en étant de bonne humeur, et surtout de travailler avec mes collaborateurs le projet, de travailler avec eux le futur, de travailler avec eux les opportunités, de travailler avec eux le positif, de travailler avec eux le plan de redressement de la société. Et puis le miracle s'est opéré parce qu'en un an, sans compétences managériales, mais avec cette double conviction, en un an, on a redressé la société. Voilà. Elle avait 75 salariés, puis quand je l'ai quittée, elle avait 350 salariés. Et j'ai toujours managé sur cette vision de l'optimisme dans l'entreprise, ce que j'ai appelé l'optimisme managérial. Donc, Et après, à 40 ans, j'ai voulu changer de voie. Et donc, j'ai ouvert une autre entreprise qui était du conseil d'entreprise sur ce que je savais faire, c'est-à-dire redresser les boîtes. Et je l'ai fait toujours avec cet optimisme. alors donc, ce que tu dis, c'est que tu interviens dans des environnements qui sont quand même relativement complexes, avec des leaders qui peuvent être aussi à bout de souffle, qui peuvent être aussi démoralisés. Et donc, l'idée, c'est de leur ramener un peu, j'allais dire, un peu de soleil, un peu d'éclaircie dans ce qu'ils font, avec ces 2 convictions fortes, le bonheur, l'optimisme, avec un zoom plus sur le projet, sur le futur, sur les opportunités. Je suis certaine que dans notre auditoire, il y a des personnes qui écoutent en disant oui, mais bon, ça ressemble un peu à un état d'esprit, ça ressemble Ouais. un peu à une manière d'être. Est-ce que tu aurais des illustrations, alors beaucoup plus concrètes pour les rationnels qui nous écoutent, des illustrations chiffrées pour justement mesurer l'impact
de cet optimisme managérial dans les structures dans lesquelles tu interviens? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, je le fais un peu comme M. Jourdain, quoi. C'est-à-dire, je le faisais parce que je pensais que c'était bien et puis ça marchait. C'était un peu empirique. Et puis, dernièrement, il y a eu, je crois, il y a 5-6 ans, une étude qui a été faite par Harvard auprès de 2000 entreprises, qui a montré des chiffres et qui a démontré que quand on mettait l'optimisme au cœur du management, en moyenne, les ventes augmentaient de 37%. Alors, c'est énorme. Et je dis bien en moyenne, ça veut dire qu'il y a moins, mais il y a plus aussi. En moyenne, la rentabilité augmentait de 27%, l'efficacité de 19%. Ce sont des chiffres vraiment fabuleux. Et que, surtout, deux chiffres que j'aime beaucoup, c'est l'absentéisme qui baissait de 26%. Ça se comprend parce qu'on sait que l'absentéisme, c'est vraiment un critère de motivation ou de démotivation, hein. C'est vraiment une conséquence, l'absentéisme. Et puis le turnover. Et le turnover qui baissait de 6%. Pourquoi? Parce que les collaborateurs, à partir du moment où je prends en considération leur intelligence, que je fais en sorte d'être plus heureux dans l'entreprise, ils ont envie de rester. Et donc, tu sais, souvent on dit que les jeunes sont infidèles, qu'ils partent d'entreprise à l'entreprise. Ben, ils sont infidèles si on ne leur donne pas une raison de travailler dans l'entreprise. Si on ne les met pas dans de bonnes conditions, ils s'en vont. Mais si on les met dans de bonnes conditions, ben, ils n'ont qu'une envie, c'est rester et participer à un projet. Donc, dans ta lecture et avec ton expérience, ton expertise, c'est aussi apporter On du a perdu la sens. connexion sur. On a perdu la connexion sur Clubhouse, Eric? Pas du tout. En fait, c'est Eric qui a parlé un instant sur Clubhouse et ça vous a Ah, d'accord. perturbé. Donc, Ok, très continuez. bien. On continue Parfait. alors. Donc, je disais Jean-Philippe, justement avec cette illustration chiffrée sur des points et des critères qui sont extrêmement importants, notamment cette période de crise, l'absentéisme, l'implication, la motivation, ce turnover. Donc, c'est redonner du sens avec cette notion d'optimisme, avec ces deux grandes convictions sur lesquelles tu accompagnes ces dirigeants. Peut-être que tu aurais 2-3 conseils à donner aux dirigeants aujourd'hui, après cette année 365 jours très long. Oui, Parce qu'on arrive aux dates anniversaires. ce que je fais, parce que moi j'ai deux métiers en fait. J'ai un métier de conférencier qui faisait 90% de mon chiffre d'affaires avant le 16 mars 2020, il y a juste un an, c'est un anniversaire. Et puis après le 16 mars 2020, moi j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires comme beaucoup. Donc j'ai repris une activité de conseil de dirigeants et donc je travaille avec eux. Et une des premières choses que je fais avec eux, c'est de leur demander qu'on réfléchisse sur les opportunités de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur entreprise? Qu'est-ce qui se passe dans leur entreprise? Qu'est-ce que la situation peut donner comme opportunité? Et regarder aussi toutes les solutions que l'on peut trouver sur Clubhouse. de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Enfin, Alors, un filet. j'entends Eric Blo là. Est-ce que tout va bien? Je pense qu'il faut qu'on parle peut-être plus fort, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un filet de conversation sur Clubhouse. Alors peut-être qu'on va... Est-ce que Eric Là, ou c'est Philippe mieux. peuvent nous dire quelque chose? Bon, poursuivons. Si nous n'avons pas de signaux, ça veut dire que tout est OK. Donc, je sais pas, en on verra. retour... On verra. Oui, donc, moi, je travaille beaucoup avec eux sur la première des choses, c'est leur donner ce qu'on appelle l'AMP. C'est un état mental positif, quoi, une attitude mentale positive, parce que tu sais, il y a l'AMN, l'attitude mentale négative, ou l'AMP, l'attitude mentale positive. Et je fais en sorte de leur donner une attitude mentale positive, parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, j'ai 3 clés fondamentales. J'ai la clé de la stratégie, il faut que j'ai une très bonne stratégie, j'ai la clé des compétences, et puis j'ai la clé du mindset. Mais le mindset représente 85% de la réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir une stratégie extraordinaire, je peux avoir des compétences vraiment très élevées, mais si moi, en tant que dirigeant, je n'y crois plus, il ne se passera plus rien. Il ne se passera plus rien. C'est-à-dire que ma stratégie va voler en éclats, mes compétences vont partir, etc. Et contrairement, c'est ce que j'ai expérimenté quand j'avais 27 ans, si l'état d'esprit est fort, je vais construire des stratégies et je vais construire des compétences, c'est complètement différent. Donc mon premier job aujourd'hui auprès des dirigeants, c'est leur donner cette attitude mentale positive. Alors comment je fais? Je le fais, je te le disais tout à l'heure, en listant toutes les solutions qu'il peuvent y avoir par rapport à la situation et toutes les opportunités que peut avoir l'entreprise par rapport à ces situations. On s'aperçoit qu'il y a énormément
énormément d'opportunités, à condition que je sorte le nez du guidon, comme on dit, et que je commence à regarder un peu à l'extérieur ce qui se passe. Et puis la deuxième chose que je travaille avec eux, c'est leur donner des convictions fortes. Par exemple, moi j'ai une conviction. C'est pour ça que le 16 mars 2020, je n'ai pas été perturbé, juste été gêné un petit peu, mais j'ai une conviction qui est que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a cette conviction-là, et c'est ce que j'ai eu, par exemple, juste une parenthèse par rapport à ce que j'ai fait le 16 mars 2020, j'avais cette conviction, et le 17 mars, je téléphonais à mon associé en lui disant, voilà, c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites, donc on va faire quelque chose de magnifique. Il me dit quoi? Je dis, j'en sais rien. J'en sais rien, mais on va le faire. Parce que c'est une conviction. C'est une conviction, et c'est comme ça qu'avec 3 amis, on a créé cette plateforme qui s'appelle aujourd'hui millésime.best, qui est une plateforme de soutien auprès des chefs d'entreprise et des indépendants. On a aujourd'hui plus de 2000 adhérents, plus de 100 vidéos, un webinaire tous les mardis, on en est au 46e ou 47e, je ne sais pas. Et là, on vient d'ouvrir l'Académie Millésime. Et c'est une réussite extraordinaire, simplement parce qu'il y avait une conviction forte. Et donc, auprès de mes chefs d'entreprise, je leur demande de créer ces convictions fortes du succès. J'en ai une autre qui est presque un mantra pour moi, qui est quand les temps sont durs, c'est le temps des durs, par exemple. Et ça, je me le répète tous les matins, quoi, quand ça va mal. Quoi. Tu te lèves le matin, tu te dis, bon, quand les temps sont durs, c'est le temps des durs, ça te met vraiment en forme. Donc, c'est ça. C'est un, lire un événement, l'attitude mentale positive. 2, avoir des convictions. Des convictions fortes. Et puis 3, après, c'est travailler sur les émotions. On y viendra peut-être tout à l'heure. Parce que travailler sur les émotions, c'est quelque chose de très important au niveau de... On est tous des porteurs d'émotions, hein, chacun le sait. Et on a 2 types d'émotions, les limitantes et les dynamisantes, et il faut travailler là-dessus aussi. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus, on va travailler sur d'autres domaines. Bien, donc ça, on ne va pas tout dévoiler, hein. Il faudrait quand même qu'ils aient encore envie de t'interroger et que tu puisses être sollicité sur ces points-là. Déjà, ces 3 éléments-là, ces 3 clés que tu nous as livrées, cet état mental positif, assis sur des attitude fortes mentale positive, attitude mentale positive, assis sur la capacité à lister, à voir les opportunités, ce qui fait qu'en temps de crise, on est un petit peu replié sur soi-même, qu'on n'a pas cette capacité à observer ce qu'il y a autour de nous. Travailler sur ces émotions qui sont à la fois dynamisantes ou bien qui peuvent être bloquantes. Tu nous as parlé de ce 16 mars avec voilà, beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que je pense que toutes les personnes qui sont ici réunies se rappellent de notre entrée en confinement il y a 1 an, presque date pour date. Et dans ton cas, tu as décidé de t'organiser différemment. Pourtant, c'était le jour où tu perdais 100% de ton chiffre d'affaires. Ton carnet de commandes se vidait en une journée. En une mais bon, journée. je ne suis pas le seul. Hein. Et à ce moment-là, où est-ce que tu es allé rechercher? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a impacté? Qu'est-ce que ça a augmenté justement dans cette capacité à aller puiser des ressources, dans cet optimisme-là? Mais moi, ça m'a motivé, parce qu'à partir du moment où j'avais une conception qui était que c'est pendant les plus grandes crises que se crée les plus grandes réussites, j'ai dit, tiens, je la tiens, ma crise, quoi. Je la tiens, ma crise, enfin, elle est là, quoi, pratiquement, tu vois. Donc, je me suis dit, donc ça m'a motivé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de beau, quoi, que ça va être génial et tout. Bon, j'ai plus d'argent, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Et c'est ça là, que j'appelle l'attitude mentale positive. Ça veut dire que ça entraîne. Tu sais, il y a une citation de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, qui nous dit que l'optimisme est une forme de courage, mais qui donne confiance et qui mène au succès. Mais ça a été exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été optimiste, que j'ai appelé mon associé, j'ai appelé 3 autres amis, et qu'ils étaient un peu dubitatifs au départ, même un peu déprimés, que j'ai exprimé cette conviction, exprimé cet optimisme, exprimé ce positif, ça leur a donné confiance. Et puis derrière, ce qui est important, c'est que l'optimisme crée la créativité aussi, hein. Parce que, bon, on parlera peut-être tout à l'heure des hormones, ce qu'on appelle dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, mais ça ouvre ces hormones, ça dope les hormones, et donc ça permet la créativité. Et c'est comme ça qu'on a créé cette plateforme. Et après, bon, on a travaillé sur la mission, la vision, ce qu'on appelle le cadre de référence de la plateforme, mais c'est uniquement à cause ou grâce à la conviction que j'avais. Tu t'imagines que si j'ai une conviction complètement à l'opposé, ça veut dire que si je pense que sur un événement comme ça, tout est foutu, que mon entreprise va se casser la figure, qu'à partir du moment où j'ai plus de chiffre d'affaires, je vais mourir, etc., etc., eh ben forcément, je ne serai pas là en train de parler sur Clubhouse.
Absolument, bah oui, parce que tu serais, on ne sait pas où à cette heure-ci et heureusement pour nous Peut-être en tous. train de me lamenter. Moi, j'ai des collègues conférenciers que connaissent bien Philippe, je vois qu'il y a Marc aussi qui est là, etc., qui aujourd'hui sont complètement à l'arrêt parce que dès le départ, ils se sont dit, bah, il n'y a plus rien à faire puisque mon métier, c'est le présentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Bah, tout de suite, on a compris que le présentiel, ça allait être compliqué, tout de suite, et on a travaillé le digital. Alors là, on a un maître avec Philippe Boulanger de digital, mais tout de suite, on a travaillé le digital. Ça veut dire que j'ai voulu que mes conférences soient des vraies conférences. Et je voulais pas que ce soit une conférence assis derrière mon bureau, comme là, où là, je suis au Zoom, donc je Mais suis là, nous assis sommes en interview, c'est pas à pareil. l'interview. Alors, ça veut dire que chaque fois que j'avais une conférence, je crée un véritable studio. Donc, au début, c'était un studio neutre. Et après, j'ai fait le studio chez moi. Donc, parce que je voulais que ça soit cosy, je voulais rentrer chez les gens, ou je voulais que les gens rentrent chez moi, etc. Et donc, on passe 2 heures avec 3 techniciens à refaire mon intérieur pour faire un beau studio avec du vrai son, de la vraie lumière, de la vraie image, etc., de façon à ce que ce soit une vraie conférence et que, comme à la télé, je rentre Pour chez le les JT de 20 spectateurs, heures. ouais, Absolument. on va dire comme ça, chez les spectateurs. Et ma foi, ça a très très bien marché, ça marche encore très 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 bien. Et puis là, la chance que nous avons eue, c'est qu'à partir du moment où nous avons créé la plateforme, à partir du moment où on s'est réinventé, forcément, on a été visible parce qu'on a communiqué sur les réseaux sociaux. Et puis, je dois dire que depuis la fin du premier confinement, mon activité s'est pas du tout arrêtée. Au contraire, elle est exponentielle, elle Elle est continue. exponentielle. Et même en présentiel maintenant, elle reprend en présentiel, ce qui est vraiment agréable. Merci beaucoup Jean-Philippe pour l'ensemble de ces points que tu nous as donnés. Je pense que ça pourra éclairer différents spectateurs, auditeurs qui sont présents avec nous. Je pense que je vais laisser la main peut-être aux premières questions avant de revenir avec des questions complémentaires que j'ai préparées aussi pour toi. Est-ce que nous avons des questions? Alors, du côté de Clubhouse, je vais laisser la main à Philippe et peut-être à Eric. Donc, sur Clubhouse, si vous avez des questions à Jean-Philippe sur l'optimisme ou sur ce qu'il vient d'évoquer avec Léo Caddy, eh bien, demandez à venir on stage et ils vous entendront. Donc, je vous en prie, voilà, une première personne, c'est Thomas. Donc, Thomas, le micro est ouvert pour toi. Ok, salut Eric, salut Jean-Philippe. Super intéressant super intéressant ce sujet de room. Moi-même manager dans l'industrie, je me suis identifié à ce que vous disiez. J'aurais une question. Moi, j'ai lu ma manière de voir les choses en tant que manager. C'est le Manager Minute, le nouveau Manager Minute écrit par Ken Blanchard, il me semble. Est-ce que vous auriez des recommandations en termes d'ouvrage dans le même esprit pour optimiser justement son rapport avec les personnes qui bossent, avec qui on travaille, quoi? Non, je suis pas, je vais pas, j'aurais du mal à vous conseiller sur un ouvrage. Là, vraiment, je suis désolé, Thomas, mais c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne Mince, question. bon, bah, Non, vraiment, je sais pas. Mais en fait, j'aurais essayé quand même après. non, parce que je vais vous dire, Si bon, dans l'audio. même si je lis, moi, je m'applique pas, j'applique pas beaucoup par rapport à des schémas livresques, que je vais dire, hein. C'est plutôt le fruit de mon expérience, c'est le fruit de ce que j'ai fait, plutôt que d'avoir des théories. Puis après, moi, j'ai un diplôme maintenant qui est MBA. Bon, après, à 40 ans, j'ai changé de diplôme, hein, et je suis devenu professeur en stratégie d'entreprise pendant 9 ans au sein de la faculté d'Avignon. Et donc, j'applique en fait tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas appliqué pendant des années, qui est quand même le cadre de référence d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on a cherché, on a voulu faire du capitalisme financier. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le capitalisme d'entrepreneur, quoi, en fait. Et le capitaliste d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait déjà où il va et qui crée le cadre de référence, ça veut dire mission, vision, valeur. Donc, je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas de livre à vous conseiller, je suis vraiment désolé, Thomas. Non, mais je suis sûr que dans tout à l'audience, il y a fait. plein de gens qui vont conseiller des livres. Donc, Et conseiller voilà, avoir c'est la ça. réponse. Si dans l'audience, il y a des conseils, je suis tout à fait preneur. Ouais. Et puis sinon, j'attends votre livre alors. Je pourrais conseiller le mien. Ok. Bon, merci Thomas. On va passer la main maintenant à Nawal. Donc, Nawal, quelle est ta question? Le micro t'est ouvert. Bonjour Eric, bonjour Philippe. Merci de cette room que de base
tombe à point, puisque c'est un peu, entre guillemets, mon sujet de mémoire, hein, donc leader, manager. Donc moi, la première question, c'est est-ce qu'un leader, est-ce qu'un manager est forcément un leader? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment son rôle en tant que manager de manager avec optimiste et de donner de l'optimisme à ses... Alors, j'ai pas entendu toute la question, mais j'ai entendu qu'il y avait la question, c'est la différence entre leader et manager, c'est ça? Et la Oui. deuxième question, c'était est-ce que c'est le rôle d'un manager de manager avec D'être dans optimisme? l'optimisme. C'est Oui, ça? c'est ça. C'est ça, Jean-Philippe. Est-ce qu'un manager est forcément un leader aussi? Alors, il y a dans l'entreprise, il y a trois types d'entrepreneurs en fait. Il y a ce que j'appelle le créateur, celui qui crée, celui qui sait créer. Il y a le développeur, c'est la personne qui va faire évoluer l'entreprise. Moi, je suis un développeur, je ne suis pas un créateur, je ne sais pas bien créer. Il y a le développeur, et puis il y a le gestionnaire. Le gestionnaire, voilà. Et je pense que le leader, c'est plutôt le créateur, parce que lui, il faut qu'il fasse venir avec lui une équipe, il faut qu'il ait des convictions fortes, etc. Et le développeur, pour moi, c'est aussi des leaders. Le manager, si je l'entends dans le sens du gestionnaire, c'est pas toujours un leader, ça peut être aussi un leader, mais c'est pas toujours un leader. Et souvent, il y a une différence entre être un leader et être un manager. Par exemple, un leader pour moi, c'est quelqu'un qui donne de l'impulsion, c'est quelqu'un qui fait qu'il est suivi, c'est quelqu'un qui donne des convictions. Et des convictions, c'est pas toujours une réalité, quoi. Parfois, moi, quand je suis dans les entreprises, j'ai des convictions fortes et elles doivent être étayées. Et le manager, lui, il va étayer ses convictions, il va dire elles sont valables, elles ne sont pas valables, elles sont financièrement opportunes ou elles sont inopportunes, etc. Et ça, c'est la première chose. Je crois qu'un manager n'est pas toujours un leader, et un leader n'est pas toujours un manager non plus. Mais bon, il faut les deux dans l'entreprise. C'est pour ça que moi, j'aime bien, dans une entreprise, souvent qu'il y a un triumvirat, ça veut dire qu'il y a déjà le fondateur, le créateur, qui a toujours des idées. Parfois, on se demande même où il va les chercher. Il y a le développeur qui, lui, va faire en sorte de motiver les équipes, faire en sorte que motiver les clients aussi, il faut les motiver les partenaires, motiver les banquiers, etc. Et puis, il y a le manager qui, lui, il va être plus sur les comptes, il va être plus sur la gestion, et puis ce triumvirat fait que l'entreprise fonctionne bien. La deuxième question, est-ce que c'est le rôle d'un manager ou d'un leader de manager avec optimisme? Moi, je pense que c'est son rôle. On peut manager avec pessimisme, mais bon, pour deux raisons, je pense que c'est son rôle de manager avec optimisme. Une première raison, c'est une raison, je vais dire, d'humanité. En fait, on vit qu'une fois. Ça, c'est une lapalissade, mais parfois, ça fait du bien de se souvenir qu'on vit qu'une fois. Et le chef d'entreprise, pour moi, il a une responsabilité sur la vie de ses collaborateurs. Il a une responsabilité. Je vais vous citer plusieurs exemples. La façon dont je paye mes collaborateurs va être leur niveau de vie. Alors, bien sûr, j'ai des équilibres à respecter dans l'entreprise, et puis je ne peux pas payer tout le monde, parfois plus que je le voudrais, mais on est bien d'accord que la façon dont je paye les gens, je vais donner leur niveau de vie. Donc c'est pour ça que moi, je suis un partisan de l'intéressement au résultat, de façon à ce que les personnes puissent toujours augmenter leur niveau de vie. Ma façon de donner les congés, vous savez que les congés, c'est l'article 1 du Code du travail pratiquement, qui sont à responsabilité du chef d'entreprise. Ma façon de donner les congés va avoir une influence sur la liberté de mes collaborateurs. Et ma façon de leur parler, leur façon d'être, ma façon de gérer leurs émotions, va avoir une conséquence sur leur état d'esprit, sur l'état d'esprit de la famille, sur l'état d'esprit de leurs amis, et sur la qualité de sa vie. Et quand on gère une personne, on n'a pas la responsabilité d'une personne, on a la responsabilité à peu près de 3 personnes. C'est-à-dire que quand moi j'avais 350 salariés, je n'avais pas la responsabilité sur 350 salariés, mais j'avais la responsabilité sur 1000 personnes. Et partant de ça, partant du fait qu'on ne vit qu'une fois, dans ma valeur, moi j'ai plusieurs valeurs fondamentales qui sont l'altruisme, l'humanisme et l'optimisme. Dans ma valeur d'humanisme, je me sentais l'obligation de faire en sorte que mes collaborateurs soient plutôt heureux d'être dans l'entreprise, plutôt heureux de partir de l'entreprise en disant on fait un super job, et plutôt donc cet état d'esprit optimiste plutôt que l'inverse. Et je crois qu'aujourd'hui, cet état d'esprit optimiste, c'est vraiment ce qui va faire le développement des entreprises, alors que le pessimisme va faire aussi, pour moi,
le recul des entreprises, parce que demain, avec la reprise qui va se passer, je suis un peu bavard, excusez-moi, il faut m'arrêter Léo, hein, si tu veux, mais, mais ce que je crois, moi, c'est qu'effectivement, comme le dit Macron, nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre parce que tous les pays sont concernés sur un ennemi commun, et tous les pays sont contre cet ennemi. Ça veut dire que quand on va sortir de cet état-là, je crois que l'activité humaine, l'activité d'entreprise va avoir une reprise telle qu'après une guerre, et je pense que les entreprises qui ne sont pas prêtes aujourd'hui ne seront pas prêtes demain. Elles ne vont pas mourir du Covid, elles vont mourir de la reprise. Et ce que je crois, ce sont les entreprises optimistes qui vont se préparer beaucoup plus facilement, et que les entreprises pessimistes, à mon avis, ne vont pas durer dans le temps. Merci Jean-Philippe pour ce retour. Je vais rajouter un petit point pour... Oui. Je vais rajouter un petit point pour Nawal, que je connais par ailleurs, et puisqu'elle fait une thèse, je lui amène un élément d'expérience qui est un peu particulier. Moi, je suis un leader et je suis un optimiste. Mais à la limite, voilà, il ne se passe rien. Si je suis tout seul, il ne se passe rien. L'entreprise avait toujours le même directeur général qui, elle, était aussi une optimiste au sens où elle croyait en ce que je lui racontais. En revanche, elle avait un vrai pessimisme de chemin. Donc, elle avait un optimisme d'objectif, de résultat, et un pessimisme de chemin. Ce qui fait qu'elle, qui dirigeait les grosses équipes, surinvestissait dans les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif que moi, j'avais identifié, que j'avais fixé. Exact. Je crois que ça nous a permis nos marchés pendant des années et des années. Alors, sans doute en se fatiguant un peu, en travaillant peut-être plus que la moyenne, mais en tout cas, cette histoire de chemin est un retour d'expérience que j'avais envie de faire à Nawal. Je pense qu'on va prendre la question de Claude qui est montée sur... Merci Eric, merci Philippe. Après, on pourra parler aussi de l'optimisme on va prendre la question de Claude qui est montée on stage. Et de conviction. On a une question, mais on n'entend pas. Merci Eric, merci Philippe et Eric pour cette magnifique room et merci pour cet exceptionnel témoignage, Jean-Philippe. Je voulais répondre à Thomas en lui donnant un cadeau puisqu'il a demandé des ouvrages en management. Alors, étant donné que je travaille en ce moment sur le sujet, je peux lui en donner 4. Allez. Génial, j'ai mon application. Le premier, la boîte à outils du management. La boîte à outils du management chez Duno, très concret, très pratique et très intéressant pour un manager. On peut parler en ce moment, au vu de la crise, du manager agile de Jérôme Baran. Il y a qui est toujours d'actualité, la Bible du manager de la Harvard Business Review. Et puis, j'ai envie de dire, dans ces temps de crise, il faut être accrocheur et gérer son intelligence relationnelle et émotionnelle. Et donc, je dirais un dernier livre en date, c'est Les pouvoirs de l'intelligence. Autres auteurs. Et on peut citer bien sûr Jean-Philippe Ackermann, aussi fine soit la tranche, elle a toujours se fasse rebondir en toute sérénité. C'est son ouvrage. Voilà. Merci beaucoup. Merci Claude. Ils ont dévoilé la beaucoup, je terminais de remplir ma note. J'ai de quoi faire maintenant. Voilà, alors il y a un complément. Sur Zoom, il y a d'autres questions, hein, en complément. Il y a un complément qui arrive sur Zoom en termes de bouquins. Alors, il y a L'éloge de l'optimisme de Philippe Guévillet. Il y a un bouquin puissant sur le management, ça c'est Marc qui vient de nous le transmettre. Tribal Leadership de Dave Logan. Merci Marc. Donc voilà, là vraiment tu es servi Thomas, tu as de quoi lire jusqu'à la fin de l'année. Ah, ça c'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors on a une autre question sur Clubhouse, on a Michel. La question. Oui, bonjour à tous. Alors, en fait, plus qu'une question, peut-être une intervention. C'est vrai que moi, je prenais toujours cette citation en termes de management, et toujours que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. C'est-à-dire que le fait de manager avec optimisme, c'est avant tout pour moi une volonté. Et je pense que le meilleur secret pour manager avec optimisme, c'est l'effet miroir, quoi. C'est-à-dire que l'image que je donne, l'image d'optimiste que je donne en permanence, si j'en suis pas convaincu moi-même et si j'ai pas cet effet miroir, ça va être très très compliqué.
surtout dans des situations de crise où tout est assez complexe. Je prends l'exemple du management à distance. Là, moi, j'ai une équipe de 14 personnes. J'avais des jeunes à la maison pendant 1 an enfermés chez eux en télétravail en permanence. Faut mettre de l'optimisme. Faut vraiment que ce soit de volonté parce que c'est pas simple. Pour le coup, c'est pas simple de donner du sens au quotidien quand on a très très peu de perspectives d'avenir et de repositionner une entreprise. Pour le coup, moi, j'étais à ce moment-là dans le tourisme. Qui est touché de plein fouet par le Covid. Donc voilà, je pense que là, pour moi, voilà, pessimisme d'humeur, optimisme de volonté, et puis la posture managériale, la posture de leadership en se disant, OK, allez, j'y vais, j'ai envie de jouer l'effet miroir, j'ai envie de sourire, de montrer qu'on est de bonne humeur parce que j'aurai ça en retour. Et donc, ça veut dire que c'est un effort supplémentaire en termes de management, parce qu'il y a des jours où on n'a pas forcément compte que voilà, quand je me forçais, ça payait à chaque fois, quoi. Donc pour moi, l'optimisme en management, c'est oui, forcément. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Merci pour ce partage. C'est Alain qui dit ça, l'optimisme, le pessimisme d'humeur, l'optimisme de volonté. Mais c'est vrai que c'est vraiment une forme de courage d'être optimiste. Ouais, en plus, il faut être optimiste quand ça ne va pas, parce que l'optimisme quand ça va bien, c'est la portée de tout le monde, ça. C'est ça. Alors, donc, la différence là. C'est-à-dire, c'est être capable de. Et j'aime bien l'effet miroir parce que souvent aussi je le prends, l'effet miroir. Bon, je ne vais pas citer il y a plein d'exemples là-dessus sur l'effet miroir, mais c'est vrai que en fait, la vie est miroir, quoi. On reçoit que ce qu'on donne. Hein. Effectivement, si tous les matins je fais la tête, il ne faut pas s'étonner que mon entreprise ait des difficultés, alors que si tous les matins j'arrive avec le sourire, j'aurais peut-être beaucoup plus de facilité à réinventer l'entreprise comme vous l'avez fait. Pardon. Alors, du coup, Jean-Philippe, je vais rebondir. Alors, il y a Marc qui voulait poser une question, peut-être. C'est ça, merci. Alors, Marc, vas-y pour ta question. Donc, Marc, ta question, et après, j'ai Jean-Luc aussi qui a une autre question. D'accord. J'ai une question pour toi, Jean-Philippe. Bonjour à tous. Est-ce que tu as constaté qu'avec l'optimisme, tu ouvres carrément des portes vers l'inconnu? C'est-à-dire tu génères des opportunités de changer, de shifter les esprits, de sortir des sentiers battus. Et en période de crise, c'est important. Je veux juste que tu nous donnes ta vision de ça. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de l'optimisme pour sortir de... Ouais, c'est extraordinaire parce que l'insécurité, c'est corrélatif à la liberté. Voilà. Et que moi, qui suis quelqu'un qui adore la liberté, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et un chef d'entreprise, ce qu'il voudrait, c'est beaucoup plus de visibilité. Mais dans la liberté, je n'ai pas la visibilité. Je vais constamment m'adapter aux situations. Et à partir du moment où je suis optimiste, effectivement, je vais avoir des opportunités que je vais découvrir au fur et à mesure de mon chemin. Je vais avoir des événements qui vont se passer que je ne croyais pas. Moi, je vois aujourd'hui, enfin en ce moment, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y a des choses qui sont encore confidentielles, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'opportunités qui me viennent à moi parce que j'ai cette attitude optimiste, parce que j'ai ouvert tout ce que je pouvais ouvrir. Et là, Marc, tu as parfaitement raison. Et je sais ce que tu fais toi comme métier. Mais si tu étais pessimiste, jamais tu pourrais encadrer et faire des champions du monde comme tu fais. Et honnêtement, Marc, quand tu prends un champion comme tu prends aujourd'hui, Albo, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est parce que tu as cette posture d'optimisme que tu crées les conditions de la réussite des personnes. C'est ça l'entreprise, c'est ça l'optimisme. Entreprise, entreprendre. Merci. Merci beaucoup Marc pour cette question. Je crois que j'avais une autre question de Jean-Luc. Bonjour à tous. Au départ, je voulais respecter le moment de Jean-Philippe, que je connais bien parce qu'il parle d'optimisme et j'en parle aussi, mais peut-être d'une manière un peu différente à la suite d'une histoire un peu hallucinante qui a duré 25 années. Je voulais simplement vous dire 2 ou 3 choses comme ça, sans avoir rien préparé, parce que j'ai vécu des événements très, très durs, puisque je vous la fais courte, hein, tout allait bien pour moi, j'ai 6 ans d'études de management, États-Unis, Japon, enfin tout ce qui va bien, puis je suis dans une société américaine, puis un beau jour, je m'aperçois que mes parents n'osent pas me dire que leur entreprise est au bout du rouleau, et eux aussi. Et donc, je quitte mon emploi du jour au lendemain, et puis j'arrive dans l'entreprise,
pour ce que je crois être un petit coup de main de 6 mois, et je m'aperçois que c'est un véritable carnage. Bon, et c'est là où j'apprends à manager de A jusqu'à Z, et c'est là où j'apprends, moi qui étais un pessimiste chronique, au point de faire un ulcère à l'estomac à 20 ans, parce que j'avais peur de ci, j'avais peur d'autre chose, enfin j'avais peur de tout. Et c'est là où j'apprends à me confronter à ce que optimiste. Mais je arrive devant les équipes avec un discours optimiste, on va s'en sortir, ça va marcher, vous allez voir. Et c'est ce que je raconte en conférence, puisque je suis aussi conférencier en optimisme. Les équipes m'envoient dans les cordes. Le discours ne passe pas. Et c'est pourquoi j'apprends et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'optimisme au fond? Eh bien, j'invite chacun à réfléchir sur le fait que l'optimisme et le pessimisme sont deux illusions. Qui sait ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 an? Personne ne le sait. Donc, au fond, décider d'être optimiste, c'est évidemment, ou si vous décidez d'avoir le bac cette année, bah, ce sera mieux si vous êtes persuadé que vous ne l'aurez pas. Ça, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 2-3 clés qui font qu'on peut se sortir de situations difficiles sans même avoir à se dire optimiste. Par exemple, quand vous êtes confronté à des événements difficiles, délicats, douloureux, et quand vous gérez des équipes importantes, moi j'ai géré un peu plus de 1000 personnes, on engageait nos capitaux propres, c'est-à-dire que quand vous êtes là à 27 ans pour redresser une entreprise, donc tout le monde dit, tout le monde, tous les sachants, avocats, fiscalistes, banquiers, que sais-je encore, disaient que l'entreprise était foutue. À ce stade-là, on se dit une chose simple, je vous donne 1 ou 2 conseils, parmi une multitude. La première des choses, c'est de séparer les faits de votre affect. J'ai vécu des situations incroyablement douloureuses, incroyablement difficiles, parce que quand on a sauvé l'entreprise, finalement, il m'est arrivé une deuxième affaire qui a duré 25 ans. Donc, c'est pour vous dire que ça me parle un peu tout ça. Et je vous conseille donc, pour tous ceux qui veulent se lancer d'une manière ou d'une autre, quels que soient les événements, quelle que soit l'adversité, je vous recommande dans un premier temps de séparer les faits, de les regarder bien froidement, droit dans les yeux, de votre affect. Parce que c'est votre affect qui fait que vous allez imaginer des conséquences parfois inouïes, et finalement vous apercevrez que ces conséquences ou que les catastrophes que vous vous annonciez ne se sont pas produites. Donc parmi une multitude d'exemples liés au management et de situations liées au management, justement à cause de ça, parce que c'est quelque chose de concret, eh bien le premier conseil, j'en resterai là, pour ne pas monopoliser la parole, séparez bien les faits de ce que vous pensez des faits. Voilà. Donc je vous laisse, mais c'est un mot d'espoir et d'encouragement. Voilà. Tu as raison, Jean-Luc, parce que tu sais, j'ai démarré cette room en disant que ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais dès qu'ils s'en font. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'événement il est neutre, hein, et on est tous les deux d'accord là-dessus, il est neutre, et c'est après l'appréhension que je vais faire par rapport à l'événement qui va faire que je vais pouvoir avoir une vision et une visibilité différente. J'ai Régis... Et puissance dans l'action. Ouais. J'ai Régis qui écrit quelque chose. C'est ça. Est-ce que je peux répondre à Régis? Je vais lire la question. Régis, je la lis comme ça, hein? D'accord. Oui. Je suis dans cette case bonbon. Bon, c'est bien, hein, ça commence bien. Mais j'ai l'impression depuis le début qu'on parle plus de volontarisme et d'état d'esprit positif que d'optimisme. Non, l'optimisme c'est un ressenti, ça ne se contrôle pas. En revanche, un état d'esprit positif, ça se travaille et ça se transmet. Alors, je suis d'accord avec toi, Régis, ça veut dire que on parle, l'optimisme c'est aussi le volontarisme, c'est aussi l'état d'esprit positif, on est d'accord. L'optimisme, ça se travaille. Du reste, on a eu un exemple tout à l'heure d'une citation d'Alain qui me dit « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Ça se travaille, et je répète, pour moi, la définition de l'optimisme, c'est une vision de l'avenir. Et je reprends ce que disait tout à l'heure Jean-Luc, hein, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais j'aime bien cette définition. Souvent, je dis que le pessimiste ne sait pas ce qui va se passer, mais pense que ça va mal se passer. Quand l'optimiste ne sait pas ce qui va se passer, mais sait que ça va bien se passer. Et à partir du moment où il sait que ça va bien se passer, il va travailler dessus. Vous faites une différence entre pense et sait. Ouais, c'est ça, c'est la différence entre pense et sait. Tu as tout compris, là, tu vois, Régis. Ouais, mais moi, je ne crois pas ça, justement. C'était l'objet de ma remarque. Alors, effectivement, si je n'y crois pas, ben, il faut que je croie à autre chose pour avancer. Hein. Et ce que je peux te dire aussi, Régis, c'est que, bon, j'ai un exemple personnel, je ne vais pas le raconter là, etc., c'est que, bon, si je peux dire, mon père, par exemple, qui était un pessimiste, est devenu un optimiste. Alors bon,
Alors, on est d'accord, il n'est pas devenu l'optimiste extraordinaire, etc. Oui. Mais à 87 ans. À 87 ans, parce qu'il l'a décidé, il a complètement changé son mode de pensée. Et je peux te dire aussi, Régis, et je peux le dire aux autres, ça a complètement changé la relation humaine qu'il a, et aujourd'hui il a 93 ans, qu'il a avec sa femme, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Ça a tout changé parce qu'il a décidé simplement de passer pessimiste à optimiste, de passer négatif à positif. Alors justement, puisque vous parlez de décision, est-ce qu'il est devenu optimiste ou est-ce qu'il a décidé finalement que Alors, voilà, on est bien dans la décision. En fait, ce que je voulais dire, c'est peut-être pas clair. Moi, en fait, en fonction des sujets et des choses, sur certaines choses, je suis très optimiste et sur d'autres, je suis très pessimiste. Mais le ressenti que je donne, c'est un ressenti plutôt optimiste parce qu'en gros, quand je me dis, oula, ça c'est la merde, ça va mal se passer, j'ai quand même l'état d'esprit de me dire, de toute façon, si je fais rien, je suis sûr de perdre, alors que si je fais comme si ça pouvait marcher, peut-être que ça va marcher, même s'il y a peu de chance. Donc j'ai un état d'esprit pessimiste sur ce coup-là, et en même temps, et du coup, parfois, je déclenche des bonnes choses. Donc, je suis récompensé de mon choix d'optimisme, mais c'est un choix. Alors, Jean-Philippe, avant que tu répondes, je voudrais quand même te poser une question en complément de celle de Régis. C'est une question autour de l'alignement. Est-ce que je peux feindre d'être optimiste sans réellement y croire et hop, un miracle se produit? Ou est-ce que c'est vraiment une conviction qui t'habite et du coup qui te met dans cet état, y compris émotionnel, pour te mettre en… Ah non, mais nous sommes des personnes de conviction. Nous sommes des personnes de conviction, nous sommes des personnes d'émotion. Les convictions, elles vont diriger mes émotions. Tout à l'heure, je le disais, et puis Claude a cité le livre de Régis Rossi, qui est un ami, sur l'intelligence émotionnelle. On a deux types d'émotions. J'ai les émotions limitantes, la colère, le ressentiment, le dégoût, la haine, la jalousie, etc. Qui sont appelées aussi des émotions de rejet. C'est que j'ai pas envie de vous suivre, quoi. J'ai plus envie d'être avec vous. Et puis j'ai les émotions dynamisantes, le rire, le sourire, le respect, la bienveillance, tout ça, qui sont des émotions d'adhésion. J'ai envie de vous suivre. Ça, c'est important. Donc mon état d'esprit, moi, mes convictions, si je pense que c'est foutu, ma pensée va générer mes émotions. Mes émotions génèrent mon énergie, l'énergie génère l'action, l'action génère le résultat. Si moi je pense que c'est foutu, je vais générer des émotions limitantes. Et ça va me faire baisser mon énergie. Si je pense que, sans savoir pourquoi, que c'est possible, je vais générer des émotions dynamisantes et je vais entraîner avec moi. Donc je pense que Régis, vous êtes plus optimiste que pessimiste, mais moi aussi parfois je me dis, attends, c'est difficile, c'est compliqué. C'est ce que disait tout à l'heure Eric sur le chemin et le but. Le chemin et le but. Et là, si tu me permets Léo, une petite parenthèse là-dessus, j'ai 4 possibilités. J'ai le pessimiste de but, c'est la personne qui dit de toute façon il n'y arrivera jamais, et qui est pessimiste de chemin. Et en plus c'est compliqué, c'est difficile, donc j'abandonne. Premier critère. J'ai le deuxième qui est le pessimiste de but, on n'y arrivera pas, etc. Mais qui est optimiste de chemin, ouh, youpi, youpi, ça ne fonctionne pas non plus. Ça fonctionne pas non plus. Il n'y a que 2 qui fonctionnent. C'est l'optimiste de but, croire à ce qu'on le fait. Après, je peux être pessimiste de chemin parce que c'est compliqué, comme vous disiez tout à l'heure, Eric, mon manager, lui, il va tout border parce que, attention, les comptes, tout ça, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai le droit d'être un peu pessimiste de chemin, c'est compliqué. Mais si je crois à mon but, et c'est pour ça que, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais ce que je crois absolument, c'est que les chefs d'entreprise doivent absolument revoir leur but, revoir leur cadre de référence, revoir leur raison d'être, revoir leur pourquoi. C'est la deuxième chose que je fais avec eux, c'est de travailler sur ça. Donner un but qui les enthousiasme. Et effectivement, moi en tant que leader, je dois faire en sorte que mon équipe, elle accepte mon optimisme de but et qu'elle devienne des optimistes de chemin. C'est-à-dire qu'elles se disent, bon, le chemin est compliqué, mais je suis heureux de le prendre. Comme quand on fait de la montagne, moi je sais pas, ou quand on fait des marathons, moi je fais des marathons, le chemin il est 42 km 195, il est compliqué, mais je suis tellement heureux de le faire qu'en fait je vais aller jusqu'au bout. C'est ça l'optimisme et le pessimisme, Régis. Merci Jean-Philippe. Alors, je me rapproche de Philippe pour voir si tu as des personnes en attente sur Clubhouse. Sinon,
Alors, donc Jean-Philippe, ce qui était très intéressant, alors tu nous as livré énormément de clés, énormément de succès. Je rappelle quand même que le titre de notre room, c'était Manager avec optimisme, le secret des leaders. Alors, tu nous as livré pas mal de secrets, à la fois sur ta pratique, à la fois sur ce qui est issu de des enseignements de tes accompagnements, à la fois aussi, alors, des lectures que tu as faites. Et ce qui était très intéressant, c'est que tu disais que tu ne prenais pas pour modèle ce que tu le disais. Il y avait une notion autour de pratiquer justement pour se faire ses propres leçons et venir nourrir cette notion d'optimisme qui était la tienne. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, tu nous as parlé de ces convictions qui t'animent. Tu nous as parlé de cet état d'esprit qui est un moteur aussi. Il y a une notion autour de l'alignement. On a parlé de l'impact des émotions. Et là, en conclusion, en pré-conclusion, tu nous indiquais qu'il était important pour les leaders de prendre ce temps justement de revoir peut-être leurs convictions, revoir leur vision, pour être plus réactifs. Moi, je crois que aujourd'hui, pour beaucoup de dirigeants, c'est compliqué. C'est compliqué et effectivement, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de perspective. Quand je pense aux restaurateurs, quand je pense aux bars, quand je pense aux boîtes de nuit, quand je pense à la culture, il y a beaucoup de métiers où c'est compliqué. Moi, j'ai une conviction, c'est que le métier, ce n'est que le vecteur de la vie. C'est-à-dire que le métier est un moyen, ce n'est pas une finalité. Donc, à partir du moment où je vis une crise comme aujourd'hui, la première question sur laquelle je dois travailler, c'est mon pourquoi personnel, ma raison d'être personnelle, la mission sur Terre que j'ai. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'on a une mission sur Terre. Quand je vois simplement que ma mère est de Bordeaux, mon père est d'Allemagne, je me dis que la rencontre n'est pas le hasard. Et si elle n'est pas le hasard, ma naissance n'est pas non plus le hasard, et donc j'ai une mission sur Terre. Bien. Et donc, ce que je conseille moi aux personnes aujourd'hui, c'est de revoir ça, de revoir leur état d'esprit, de revoir leur raison d'être, de revoir leur mission, de revoir ce qu'on appelle leur why, et après de trouver les compétences, de trouver les talents qu'ils ont là-dedans, et peut-être qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont d'autres talents, d'autres compétences que le métier qu'ils font aujourd'hui. À quoi ça va servir, ça? Soit le métier, je peux le réinventer, soit le métier, je peux le faire repartir, et là, il va falloir que je travaille sur le why, sur la raison d'être de l'entreprise, ce que j'appelle le cadre de référence, mission, vision, valeur, finalité. Et là, il va falloir effectivement, Léo, être aligné là-dessus. Deuxième possibilité, il se peut que mon métier soit foutu, que je ne vais pas pouvoir faire repartir l'entreprise, c'est parce que je n'ai pas les capacités d'investissement, je n'ai pas les capacités de remettre de l'argent au capital, parce que j'ai perdu mes clients, etc. Et donc là, il va falloir bien que je reprenne mes points forts, que je reprenne mes fondations, que je reprenne mon pourquoi pour peut-être faire autre chose, parce que la vie est plus forte que le job. Ça, c'est ma conviction profonde là-dessus. Et donc, à partir du moment où j'ai travaillé mon pourquoi, j'ai travaillé le pourquoi de l'entreprise. Après, simplement, je peux, avec mes collaborateurs, et là, je crois qu'aujourd'hui, une autre conviction que j'ai, c'est que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Ceux qui savent, c'est ceux qui font. Moi, à 27 ans, j'ai interviewé les 75 salariés pour leur demander comment on est sortir de la situation, et c'est eux qui m'ont donné les solutions. Mais plus aujourd'hui, c'est les salariés qui vont donner les solutions aux collaborateurs, aux chefs d'entreprise pour comment on va sortir cette affaire à partir du moment où mon why est fort, ma raison d'être est forte, ma mission est forte. Merci beaucoup Jean-Philippe pour l'ensemble des éléments que tu as partagés avec nous. J'ai une actualité là qui est très brûlante puisque c'est dans 1 heure à peu près. Vous allez retrouver Philippe Boulanger et Gilles qui eux vont nous présenter une room sur les voix les plus sexy et les plus impactantes de Clubhouse. Donc, je vous invite à rejoindre la room qui démarrera à cette heure-là pour découvrir qui sont les personnalités qui ont des voix sexy et impactantes pour celles qui se sont déjà exprimées dans le cadre de ces rooms. Je voulais également remercier donc Philippe et puis Eric Blau pour cette initiative qui permet effectivement de valoriser des parcours, de valoriser des expertises, de mettre en lumière des approches et surtout ce métier de conférencier qui a besoin d'être reboosté. On va dire que c'est un peu sa deuxième renaissance grâce à ces modes d'expression qui sont modernes. Moi, pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 25 mars avec François Michalon sur un thème qui reste un thème d'actualité, le burn-out. Donc, pour traiter cette question, François nous livrera l'ensemble des secrets de son expertise autour de cette thématique pour encore donner des conseils pour aller plus avant dans cette période de crise avec les dirigeants. Et je vais laisser le mot de la fin à Philippe. Écoute, à Philippe et à Eric, en fait, puisque on a le plaisir tous les deux d'organiser ça ensemble. Donc, encore une fois, je pense qu'on a fait le job. Et encore une fois, très grand merci à toi, Jean-Philippe, et à toi, merci. Léo, parce que
Votre interaction était juste top et c'est exactement ce qu'on attend pour arriver à générer de l'intérêt autour des sujets que l'on traite. Vous avez fait donc une superbe interaction. On a eu une cinquantaine de personnes à un moment sur Clubhouse qui suivaient le discours que vous pouviez avoir. Et donc de ce côté-là, on va dire que c'était quelque chose qui a bien fonctionné. Même si effectivement j'ai dû régler quelques petits problèmes techniques au départ, mais effectivement je suis un optimisme de but et optimiste ou pessimiste de chemin, en fait moi je crois que mon camp ça reste l'optimisme, donc ça je suis un indécrottable optimiste et j'arrive toujours à trouver une solution aux problèmes qui peuvent se présenter à moi, même si ça paraît compliqué, je suis sûr que je vais y arriver. Donc voilà, donc c'était top, à chaque fois ça me rafraîchit de voir pourquoi j'ai aussi intégré, Jean-Philippe, la Ligue des optimistes il y a un certain temps, et je suis toujours un membre. Donc, oui, je crois que c'est un véritable état d'esprit qui est porteur et qui m'anime tous les jours. Eric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je vais rajouter juste le fait que si vous avez envie d'avoir Jean-Philippe en tant que conférencier dans votre entreprise, je me ferai un plaisir de vous connecter et que demain à 17h30, on parlera voix également, comment travailler sa voix comme une conférencière. Et c'est Josette Khalifa qui sera à l'honneur sur notre rendez-vous quotidien. Eh bien, parfait. Et elle est là, Josette. Coucou, Josette. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. À très bientôt. Beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.